Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce qui constituera notre ultime séance consacrée à la séquence 3 de géographie, intitulée toujours et encore Nourrir l'humanité. Et nous nous poserons une dernière fois cette question, comment mieux nourrir l'humanité dont les besoins alimentaires sont en constante augmentation. Alors si vous avez été très attentif, ce que j'espère, vous devez être surpris par le fait que ce soit l'épisode 6 sur 6, alors que je n'en avais annoncé que 5 tout au long de la séquence. Et oui, c'est la magie de l'improvisation, c'est la magie du direct. J'ai rajouté une ultime séance que j'avais en fait oublié de compter. Donc on est passé de 5 sur 5 à 6 sur 6. Mais rien de grave, rassurez-vous. Parce qu'en fait, nous avons fait la dernière fois ensemble une mise en perspective et nous avons présenté les enjeux de l'alimentation à l'échelle mondiale et nous avons vu que les enjeux ne sont pas les mêmes pour les pays riches qui ont, si j'ose dire, des problèmes de riches en ce qui concerne l'alimentation, et les pays pauvres qui, eux, ont des problèmes de pays pauvres et particulièrement d'insécurité alimentaire. Donc nous l'avons vu la dernière fois, mais aujourd'hui, il nous faut finir avec le document maître de la géographie, c'est-à-dire la carte. Il nous faut absolument bâtir une carte à l'échelle planétaire, et c'est ce à quoi je vous invite aujourd'hui. Sortez vos crayons de couleur. Donc, grand F, c'est la suite au fond de la mise en perspective de la dernière fois. L'insécurité alimentaire dans le monde. En quoi l'accès à une alimentation quotidienne suffisante et saine, ce qui est la définition même de la sécurité alimentaire, se révèle-t-il particulièrement inégal à l'échelle de la planète. Alors en fait, la carte planétaire que nous allons bâtir ensemble au cours de cette séance va être la synthèse de deux cartes. D'abord la carte de l'agriculture, ou plus exactement la carte des agricultures à travers le monde, celle que vous avez présentement sous les yeux. Et puis nous calquerons sur cette carte-ci la carte de l'insécurité alimentaire. Et on verra bien comment les deux se combinent. Alors, si on en vient au planisphère des agricultures dans le monde, que vous avez donc sous les yeux, vous pouvez constater qu'il existe plusieurs agricultures et qu'on peut en particulier en distinguer deux sortes, les agricultures vivrières et les agricultures modernes. C'est donc les deux parties de légende les plus à gauche et au centre sous la carte. Donc par agriculture vivrière, il faut comprendre l'agriculture traditionnelle et familiale, celle qui a recours à la famille, parce que justement on est dans une agriculture très archaïque, c'est-à-dire qui n'a pas tellement évolué depuis le Moyen-Âge occidental, quand bien même cette agriculture n'est pas présente en Europe. On a l'impression que le temps s'est figé et on voit donc des gens qui pratiquent l'agriculture comme on pouvait la pratiquer il y a de cela 1000 ou 2000 ans, c'est-à-dire avec beaucoup de main-d'œuvre, mais très peu de machinisme et des techniques très archaïques, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire très anciennes, ancestrales, dépassées. Ici, par exemple, la culture sur brûlis, les Africains sur cette photographie ont mis le feu à une partie de forêt et ils vont maintenant cultiver la terre en profitant en plus du fait que les cendres vont nourrir le sol. C'est un engrais naturel, bon évidemment utilisable qu'une seule fois, mais c'est un engrais naturel particulièrement riche
Et tant pis si ça provoque des émissions de gaz à effet de serre et que c'est mauvais en fin de compte pour la planète et pour le réchauffement climatique. Et puis l'autre grand type d'agriculture, je simplifie un peu la carte, vous m'en voudrez pas j'espère, ce qu'on appelle aujourd'hui les agricultures modernes. Alors elles par contre, elles ne remontent pas au Moyen-Âge, le temps n'est pas figé, au contraire, vous pouvez le voir, vous avez des machines, machinisme agricole à perte de vue, avec de véritables tanks, des moissonneuses-batteuses dernier cri, et encore, celles-ci ont probablement un humain derrière le volant. Il n'est pas dit que les prochaines ne se déplaceront pas toutes seules avec un guidage GPS. C'est probablement appelé à être le cas d'ici quelques années. Et donc ces agricultures modernes, on les a croisées aussi au Brésil. C'est les grandes plantations tropicales exportatrices, celles qui produisent soit des fruits ou des produits de culture tels que le café, le cacao, la banane, l'huile de palme, qui seront consommés un peu partout dans le monde. Mais ça peut être aussi l'élevage intensif. Les bœufs de l'Amazonie, par exemple, font également partie de cette agriculture dite moderne. Et donc sur cette carte, la grande oubliée, à nouveau, parce qu'elle est quasi impossible à cartographier, c'est l'agriculture bio. Maintenant que j'ai grosso modo présenté les deux types d'agriculture vivrière et moderne, il faut maintenant se demander où elles se trouvent à travers le monde. C'est l'intérêt de la carte, ça va permettre de les situer. Alors, avant même de se demander où sont les agricultures vivrières et les agricultures modernes, il faut déjà se rendre compte d'une évidence. L'agriculture, c'est-à-dire la mise en valeur soit de la terre, c'est-à-dire la culture de céréales, de fruits et légumes, soit l'élevage, puisque ce sont les deux grandes activités agricoles, la culture et l'élevage, eh bien ça on la trouve déjà pas partout à l'échelle de la planète. Vous avez toutes les zones engrisées qui correspondent, rappelez-vous ce que vous avez dû voir à l'école primaire, qui correspondent à des déserts, soit des déserts chauds, je pense par exemple au sud de l'Algérie, en Afrique, là, en plein milieu de la carte, je pense au désert du Sahel ou du Sahara. Un peu plus au sud, toujours en Afrique, le désert du Namib, là en allant vers l'Afrique du Sud. Le grand désert australien en Australie. J'allais oublier le grand désert d'Arabie Saoudite. Plus quelques déserts plus petits, comme le désert du Thar à l'ouest de l'Inde, ou le désert de Gobi entre Russie et Mongolie. Dans ces déserts chauds, secs, l'agriculture est quasi impossible. Mais il y a aussi les déserts froids. Je pense en particulier aux régions du Grand Nord, donc le Canada en quasi-totalité, le nord de l'Europe, mais aussi à peu près une grande partie du territoire russe, mais aussi évidemment au pôle sud, l'Antarctique, sont des régions où il est quasi impossible de cultiver. Ajoutons à cela les régions de haute montagne, de très haute montagne, où la mise en culture ou la mise en élevage est quasi impossible aussi. Je pense en particulier à la cordillère des Andes, en Amérique latine, et je pense aussi à la chaîne himalayenne entre l'Inde et la Chine. Voilà, donc ça fait déjà quand même une partie de l'espace qui n'est pas cultivable.
Et j'allais oublier, ce qui est un comble alors qu'on y a quand même passé du temps, j'allais oublier les grandes forêts denses tropicales qui sont également constituées de forêts primaires et qui sont incompatibles, je dis bien normalement, avec la mise en culture, sauf si, comme dans le cas du Brésil, on remplace la forêt par des pâturages ou par des champs de culture. Donc la forêt amazonienne, notamment, fait partie de ces espaces où l'activité agricole est soit difficile, soit impossible, sans une forte intervention de l'homme pour modifier le territoire. Voilà, donc je vais vous inviter à mettre l'image sur pause, le temps de recopier tranquillement sur la carte, si possible au bon endroit, les différents espaces qui sont très difficiles, voire impossibles à mettre en valeur par l'agriculture. Bon, ça correspond aussi à des espaces très peu peuplés. Je ne les ai pas tous mis, hein, parce qu'après ça compliquerait vraiment trop la carte. J'ai mis les plus importants. Et je n'ai pas oublié, cette fois-ci, l'Amazonie. Alors maintenant, il est temps de compléter le reste de notre légende et de voir à quoi correspondent les traits, les plus et les gros traits noirs en pointillés qui se trouvent sur notre carte. Alors, plutôt que de jouer aux devinettes, hein, on n'est pas là pour ça, et bien en fait, partons de ce que nous avons vu avec notre étude de cas sur le Brésil. Pour l'instant, ne faisons que regarder le Brésil, oublions le reste de la carte, le reste du monde, et comparons avec ce que nous connaissons déjà. Et on voit apparaître des types d'agriculture que nous avons déjà étudiés grâce aux études de cas. En effet, chacun des éléments de la légende correspond soit à l'agriculture vivrière familiale pauvre, c'est les moins, hein, ça correspond à la région du Nord-Est, soit c'est le plus, donc le plus ça colle comme un gant à l'idée de production intensive, riche. Donc c'est oui, c'est la région du Mato Grosso par exemple, c'est l'agriculture intensive, commerciale, d'exportation. Quant à la grosse ligne, à la grosse diagonale noire, eh bien, ça doit évoquer là où elle est située, c'est-à-dire entre la forêt amazonienne et l'agriculture brésilienne. Eh ben, ça correspond évidemment au front pionnier. Donc du coup, notre légende, elle s'en trouve maintenant éclaircie. Et je vous invite donc à finir de compléter la légende de la carte, la première légende, celle qui se trouve sur la gauche. Mettez-moi sur pause le temps de faire tranquillement le travail. Alors maintenant que l'on a complété la légende, il ne faudrait quand même pas oublier d'exploiter la carte, c'est-à-dire de la regarder et de retirer les grands enseignements qu'elle nous propose. Alors déjà, ce que l'on peut voir, c'est que l'agriculture moderne, c'est-à-dire le orange ou le rouge, elle est présente sur tous les continents de la planète. Elle est même omniprésente en Amérique du Nord, bon, les États-Unis essentiellement. Elle est omniprésente, omni c'est partout, présente en Europe, mais aussi en Australie, et en Océanie plus globalement. Donc il y a 3 grandes régions de la planète dans lesquelles on ne trouve que de l'agriculture moderne. L'agriculture vivrière a disparu
depuis belle lurette, depuis longtemps. En Amérique latine, là, la situation est un peu différente. Vous avez des pays, on va dire, la moitié est de l'Amérique latine, hein, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, sont des pays où on ne connaît pratiquement plus que de l'agriculture moderne intensive. Par contre, l'autre façade, celle qui est tournée vers le Pacifique, c'est-à-dire la moitié ouest du continent, est plutôt dédiée à l'agriculture traditionnelle familiale. En ce qui concerne l'Afrique, eh bien, c'est quand même l'agriculture traditionnelle familiale vivrière qui l'emporte. Parce que l'agriculture intensive, elle existe, hein, sinon, d'où sortirait le cacao que vous mettez dans votre chocolat chaud ou froid le matin, au petit déjeuner? Eh bien, cette agriculture intensive, elle est surtout située le long du littoral du golfe de Guinée, hein, c'est le liseré rouge à l'ouest du continent africain, et puis un peu aussi en Afrique du Sud. Quant à l'Asie, alors l'Asie, la lecture de la carte est plus compliquée, parce qu'effectivement, on pourrait se dire que l'agriculture moderne est quasi introuvable en Asie, à l'exception notable du Japon et de la Corée du Sud. C'est vrai que dans la plus grande partie de l'Asie, là où l'agriculture est possible, c'est l'agriculture traditionnelle et familiale qui l'emporte. Notamment au Moyen-Orient, en Asie centrale et dans l'ouest de la Chine. Mais, par contre, dans l'Asie de l'Est, l'Asie orientale, hein, l'Est de la Chine par exemple, la péninsule indo-chinoise ou le sous-continent indien, c'est le domaine de la riziculture. Alors la riziculture, elle est assez difficile à caser. Je suis d'ailleurs pas totalement d'accord avec la légende de votre carte, parce que la riziculture, elle peut être aussi bien classée dans l'agriculture vivrière, effectivement, hein, et vous avez des petits paysans qui cultivent le riz en famille, voilà. Mais vous avez aussi des très grandes compagnies, hein, comme Oncle Benz par exemple, qui fait pousser du riz dans cette région. Et là, on ne peut plus véritablement classer cette agriculture dans l'agriculture vivrière. Ce serait plutôt l'agriculture intensive. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas très facile de situer l'Asie du point de vue du type d'agriculture sur son sol. Dernier élément de la légende à commenter, les fronts pionniers. Eh bien écoutez, les fronts pionniers n'existent pas en Europe ni en Australie. Par contre, on en trouve en Amérique centrale, en Amérique du Sud, on en trouve en Afrique et on en trouve en Asie, et on ne les trouve pas n'importe où. On les trouve à la frontière, hein, rappelez-vous ce qu'on a vu avec le Brésil, à la frontière entre les espaces cultivés et la forêt dense tropicale, qui est victime de ce qu'au Moyen-Âge on appelait les grands défrichements et qu'aujourd'hui on appellera la déforestation. La forêt recule partout dans le monde au profit des cultures ou de l'élevage intensif. Il est temps maintenant de passer à la carte de la malnutrition ou de l'insécurité alimentaire, comme vous voulez. Et là, cette carte va être assez simple, je pense, à comprendre, hein. On a, comme le plus souvent, un dégradé de couleurs. Donc il faut bien lire la légende pour ne pas se tromper. Plus la plage de couleurs va être foncée, plus elle va être orange et rouge, et plus la population touchée par la faim va être nombreuse. Donc vous avez par exemple, si je regarde la grande île à l'est de l'Afrique, dans l'océan Indien, la grande île de Madagascar, on la voit bien, un habitant de Madagascar sur 4 au moins, mais ça peut être plus, ça
peut être un tiers, ça peut être la moitié, ne mange pas chaque jour à sa faim. Donc là, les problèmes de malnutrition sont graves. A l'inverse, quand la couleur tire au jaunâtre, au jaune très pâle, là, prenons le cas de la France par exemple, là, la faim, la malnutrition n'est pas vraiment un gros problème puisque on estime que moins de 5% de la population est concernée. Et entre les deux, vous avez ce jaune très soutenu, ce jaune bouton d'or, qui correspond par exemple au cas de la Chine ou de l'Inde, où on est dans une situation un peu intermédiaire, c'est-à-dire que on n'est pas dans une situation dramatique, mais on n'est pas non plus dans une situation parfaite. Il est temps maintenant de passer à la carte de la malnutrition ou de l'insécurité alimentaire, comme vous voulez. Et là, cette carte va être assez simple, je pense, à comprendre. On a, comme le plus souvent, un dégradé de couleur. Donc il faut bien lire la légende pour ne pas se tromper. Plus la plage de couleur va être foncée, plus elle va être orange et rouge, et plus la population touchée par la faim va être nombreuse. Donc vous avez par exemple, si je regarde la grande île à l'est de l'Afrique, dans l'océan Indien, la grande île de Madagascar, on la voit bien, un habitant de Madagascar sur 4 au moins, mais ça peut être plus, ça peut être un tiers, ça peut être la moitié, ne mange pas chaque jour à sa faim. Donc là, les problèmes de malnutrition sont graves. A l'inverse, quand la couleur tire au jaunâtre, au jaune très pâle, là, prenons le cas de la France par exemple, là, la faim, la malnutrition n'est pas vraiment un gros problème puisque on estime que moins de 5% de la population est concernée. Et entre les deux, vous avez ce jaune très soutenu, ce jaune bouton d'or, qui correspond par exemple au cas de la Chine ou de l'Inde, où on est dans une situation un peu intermédiaire, c'est-à-dire que on n'est pas dans une situation dramatique, mais on n'est pas non plus dans une situation parfaite. Alors une fois qu'on a pris soin de prendre connaissance et du thème de la carte et de sa légende, on peut ensuite se permettre d'exploiter la carte, c'est-à-dire de décoder, de comprendre, de voir ce qu'elle veut bien nous montrer. Et ce qu'il faut voir, c'est que ça confirme notre mise en perspective. La faim dans le monde n'est heureusement pas un problème rencontré par tous les continents de la planète, bien au contraire. L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Océanie, en particulier, sont aujourd'hui des continents à l'abri des problèmes d'insécurité alimentaire, très clairement. En revanche, l'Afrique particulièrement, mais aussi une partie de l'Asie et même de l'Amérique latine sont touchés par le phénomène de la malnutrition. Et je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est que si l'on reprend notre découpage, alors évidemment toujours critiquable, mais néanmoins assez simple d'utilisation, notre découpage entre les pays riches du nord économique et les pays pauvres du sud économique, je vous ai retracé la frontière, on voit quand même que c'est très net. Dans les pays du nord riches, on n'a pas de problème de sécurité alimentaire. Par contre, dans les pays considérés à tort ou à raison comme des pays pauvres, là, très clairement, comme on dit en science, il y a une corrélation. Et c'est pas un hasard si le continent le plus pauvre, l'Afrique, est aussi celui où on a le plus faim.
Vous voyez quand je vous disais que tout était lié, la croissance démographique, le développement économique et l'alimentation. Et du coup, tout le monde n'est pas à égalité devant la sécurité alimentaire, mais tout le monde n'est pas non plus à égalité devant la malbouffe et les excès de la malbouffe, ce que l'on peut appeler aussi la suralimentation, c'est-à-dire le contraire au fond de la carte précédente. Et je vous ai trouvé sur internet cette carte très sérieuse, puisqu'elle émane de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, une carte de 2015, où là on n'a pas cherché à mesurer comme d'habitude les gens qui meurent de faim, ou qui ont faim, qui souffrent de la faim. Au contraire, là on a mesuré les gens qui sont victimes de la suralimentation. Et si on compare, vous pouvez revenir en arrière, n'hésitez pas, si on compare la carte de la sécurité alimentaire et la carte de la suralimentation, vous voyez que l'une est l'exact contraire de l'autre. C'est-à-dire que c'est dans les pays du Nord riches, là où on ne connaît pas la faim, qu'on va la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, rencontrer les problèmes liés à la suralimentation, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Ça se voit au premier coup d'œil avec l'Amérique du Nord, très net. Alors, ça se vérifie aussi avec l'Europe, avec l'Océanie, la Russie. Bon. Alors, évidemment, la démonstration ne colle pas à 100%. Parce que, par exemple, au Japon, visiblement, bien qu'on fasse partie du Nord, au Japon, on n'a pas de problème d'obésité. Bon, il faut croire que l'alimentation y est plus saine. C'est pas parce qu'on est riche qu'on est obligé d'être victime de la malbouffe. Et puis, vous avez une autre exception qui, dans l'autre sens, qui se voit bien aussi, c'est l'Arabie Saoudite, qui fait partie, alors à tort ou à raison, des pays du Sud, donc les pays pauvres, et là, pour autant, le nombre de personnes obèses de plus de 18 ans atteint des proportions très proches de celles des États-Unis, et donc ça devient un véritable problème de santé publique. Donc en clair, il ne suffit pas d'être riche pour être victime de l'obésité et de la suralimentation. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais néanmoins, on voit bien que la suralimentation, c'est logiquement plutôt un problème de riches. Eh bien, il est temps maintenant de bâtir véritablement notre propre carte à nous, qui va donc reprendre la synthèse de tout ce qu'on a vu. Donc la carte de l'agriculture, ça y est, c'est fait maintenant, on a complété la première partie de la légende. Donc maintenant, je vais vous demander de bien vouloir colorier la deuxième partie de la légende. On va le faire en 3 étapes, c'est-à-dire la population victime de la faim. Donc là, j'ai repris les couleurs du code de la route. Quand c'est vert, c'est que la situation est bonne. Quand c'est orange, il y a des problèmes de mal ou de sous-nutrition. Et puis quand c'est rouge, la situation est dramatique. Donc dans un premier temps, en vert, alors là il va falloir me mettre sur pause le temps de colorier tranquillement votre carte. C'est avec le vert que vous allez avoir plus de travail. Rassurez-vous, on commence par le plus dur maintenant. Donc toute l'Amérique du Nord, une bonne partie de l'Amérique latine, celle qui est tournée vers la façade atlantique, et puis toute l'Europe, toute l'Australie, le Japon, plus quelques rares pays d'Afrique. Ajoutons maintenant les pays ou les régions du monde en situation intermédiaire, donc avec des populations victimes de la faim estimées entre 5 et 25%. Alors évidemment 5 c'est faible, 25 ça commence à devenir
beaucoup plus problématiques. Donc on va les trouver essentiellement dans la région du littoral pacifique de l'Amérique latine, des pays comme le Pérou par exemple, la Bolivie, la Colombie. On va aussi trouver un certain nombre de pays d'Afrique, notamment dans la région du golfe de Guinée, hein, c'est-à-dire l'ouest de l'Afrique. Et puis le plus grand nombre des pays qui sont en situation intermédiaire du point de vue de la sécurité alimentaire, c'est surtout en Asie qu'on va les trouver. Pas tellement en Asie de l'Ouest parce que vous n'avez pratiquement que l'Irak qui se trouve dans cette situation, mais alors par contre le sous-continent indien, mais aussi la Chine, la Mongolie, à peu près toute l'Asie de l'Est est dans cette situation intermédiaire. Donc mettez-moi sur pause là encore le temps de bien colorier la carte. Pour finir, en rouge, la situation la plus inquiétante, alors heureusement, c'est pas celle de la majorité des pays, mais néanmoins, comme vous pouvez le voir, en dehors d'Haïti et de l'Afghanistan, qui sont des pays, enfin l'Afghanistan qui est un pays en guerre, la plupart des pays qui sont dans le rouge de toute façon sont des pays très pauvres et qui pour la plupart ont été ou sont ravagés par la guerre. Et donc on les trouve logiquement, en dehors d'Haïti et de l'Afghanistan, on les trouve logiquement en Afrique. J'oublie aussi la Corée du Nord, pour laquelle on n'est pas trop sûr, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation sur le rouge. Là, à l'ouest du Japon, mais en dehors de la Corée du Nord, qui a un cas encore particulier avec son dictateur totalitaire, là, Kim Jong-un, l'essentiel des pays où on a faim et où on peut éventuellement, si vraiment ça se passe mal, mourir de faim, sont des pays qui se situent en Afrique. Hein. J'ai cité l'exemple de l'île de Madagascar, mais c'est aussi le cas de l'Éthiopie, c'est aussi le cas du Soudan. Bon, je ne vous fais pas marquer les noms parce que sinon, à la fin, la carte, on n'arrivera plus à se relire. Et ça sera dommage, mais voilà, il faut retenir que c'est une bonne partie de l'Afrique, et en particulier l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Est. Alors, ajoutons à notre carte, en fait on n'a rien à ajouter puisque c'est déjà fait, les cercles plus ou moins larges, selon que le nombre des habitants du pays est touché par le phénomène d'obésité. Donc on voit qu'aujourd'hui, les pays qui sont le plus touchés par l'obésité sont des pays riches, même si on peut trouver ce problème de santé publique en Chine par exemple ou en Inde, hein, qui ne sont pas considérés comme des pays riches, ou comme au Brésil aussi d'ailleurs, mais on voit bien quand même que les obèses sont les plus nombreux en Amérique du Nord et également en Europe de l'Ouest, donc dans des régions considérées comme riches. Et que par contre en Afrique, continent de la faim, pardon, l'obésité est quasiment inconnue, sauf en Afrique du Sud. Encore un petit effort et on en aura terminé. Il n'y a plus qu'à retracer la frontière théorique de la richesse entre le Nord et le Sud, qui fera apparaître que tous les pays qui se trouvent dans le Nord sont dans une situation très favorable du point de vue de la sécurité alimentaire. Ils sont tous en vert, vous pouvez vérifier, c'est facile à voir maintenant. Et par contre, eh bien, quand on est un pays du Sud, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne mange pas à sa faim. Hein. Regardez la situation des Argentins, des Sud-Africains par exemple. Bon. Mais c'est clair que quand on est un pays pauvre, on a quand même plus de risques de ne pas manger à sa faim, de ne pas manger du tout. Voilà. Eh bien,
pouvez être fier de votre carte, hein. Elle n'a pas été simple à bâtir, croyez-moi, hein. Elle a fait donner bien du fil à retordre aussi, parce que c'est une carte assez riche, mais elle valait le coup. Et maintenant, je vous invite à la prendre parce qu'elle fait partie de la mise en perspective, hein. Elle fait partie de la leçon. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séquence, cette fois-ci d'histoire. On retourne au Moyen-Âge et on va découvrir les villes au Moyen-Âge. Mais je ne vous en dis pas plus, à la prochaine fois.